Et de retour au plateau, nous abordons notre sujet sur le Togo. Mais bien avant, on fait un dernier tour sur le Mali. Je commence par vous, Dado Nora. Merci. Alors, je crois que j'ai juste deux choses essentielles à dire. La première, c'est que par rapport aux sanctions des États-Unis comment on dit ça, au colonel Oui. malien, en rapport à son rapprochement au groupe Wagner, deux leçons, deux choses à tirer. Je crois, la première, c'est clair qu'on est d'accord. Le groupe aujourd'hui est quand même considéré comme un groupe qui pose des actes qui sont à, en fait, décourager parce que c'est des actes qui n'encouragent pas ou ne protègent pas le droit humain. Deuxième chose, c'est prendre des dispositions justement pour que les pays africains évitent d'aller vers ce groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est asseoir les mesures idoines qu'il faut pour contrer la menace terroriste. Mais si les groupes, les pays, voilà, se voient dans l'impossibilité de gérer eux-mêmes la question des groupes extrémistes, ben, ils vont faire quoi? Tout simplement faire recours à ces mercenaires qui, en réalité, au fait, offrent leurs services dans ce registre-là. Oui. Et donc, la communauté internationale, quoi qu'on dise, a une responsabilité de peut-être repenser la charte des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, le chapitre 4 est dépassé. Vous n'êtes pas... Parce que les missions des Nations Unies qui sont sur le terrain, ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain nombre de limites. D'ailleurs, va devoir quitter le Mali. Alors que, dans le même contexte, des groupes extrémistes commettent aussi des exactions. Et donc, quand le pays se trouve dans l'impossibilité de pouvoir réagir, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite Wagner qui, en fait, légalement, officiellement, offre ses services de mercenariat. Et donc, on doit pouvoir plutôt réfléchir à comment on fait pour sécuriser les territoires les territoires africains dans la posture de solidarité internationale. Parce que les Nations Unies, c'est pour tout le monde, et ce n'est pas, y compris les pays africains. Donc on a une responsabilité de revisiter, si possible, la Charte des Nations Unies pour que pour un certain nombre de dispositions soient prises et permettre aux pays en difficulté de faire face aux groupes extrémistes sans forcément être contraint d'aller solliciter Wagner et après recevoir des sanctions. Achraf, un dernier mot sur ces sanctions imposées à ces colonels maliens, colonels et généraux d'ailleurs. Oui, moi j'estime qu'on peut avoir des points de discours, des désaccords avec les Occidentaux, avec les forces multinationales. Je vais parler des forces onusiennes sur le terrain, mais cela ne donne pas, disons, tous les droits, disons, aux autorités maliennes d'aller rechercher un groupe militaire et qui brille vraiment avec un certain nombre d'exactions, des actes répréhensibles par la loi. Et moi, ce qui est regrettable aujourd'hui, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu la convention de partenariat qui lie les autorités, la République malienne et le groupe Wagner, mais on a comme l'impression que tous les membres du groupe Wagner, tous ces militaires-là qui opèrent sur le terrain, bénéficient en droit de ce qu'on appelle d'une immunité juridictionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être traduits devant les tribunaux. Et je crois qu'on ne peut pas préempter le débat en disant que ces gens-là bénéficient d'une certaine immunité. Non, s'ils commettent vraiment des exactions, on doit pouvoir les sanctionner. Et donc aujourd'hui, et il y a un certain nombre d'accusations, des récriminations qui sont formulées à l'encontre de ce groupe-là. Mais moi, j'estime que les États africains doivent faire un effort vraiment d'être souverains. Je parle de la plénitude de la souveraineté au sens large du terme. Et assumer vraiment nos fonctions régaliennes si on veut vraiment, disons, transmettre ou léguer des États pacifiés aux générations futures. Ibrahim Acha, un dernier mot? Non, c'est d'appeler les responsables, disons les dirigeants des pays de la sous-région ouest-africaine à revoir un peu leurs mécanismes au niveau de la CEDEAO en matière de défense des territoires, comment remettre peut-être en selle ou bien comment accentuer les actions qu'ils ont commencé déjà par déployer dans le cadre du partage de renseignements, quand je parle de l'initiative d'Accra, ou bien en tout cas les patrouilles communes que certaines forces essaient de faire. Je pense que si on renforce ces mécanismes-là, on peut vraiment, l'Afrique peut se réveiller, l'Afrique peut défendre de façon souveraine ses intérêts, sans toutefois avoir à appeler un groupe
que ce soit Mozart, Thalès ou bien Wagner, pour qu'ils viennent à leur rescousse quand il y a des problèmes sécuritaires qui se posent dans le pays. Et en même temps, appeler les officiers maliens là, les colonels, d'être encore plus soudés. C'est des tentatives pour les désorganiser, pour les déstabiliser, pour les désunir. Donc ils n'ont qu'à être encore plus soudés, être fermes et continuer leur combat. Je pense que au bout, il y aura quand même la victoire, puisque les gens ont confiance en eux. Les gens estiment que c'est pour la bonne cause qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ok, je reste avec vous pour aborder le sujet sur le Togo. Nous parlons de la presse. Le Kassite plaide pour une relecture du code de la presse, justement, vous journalistes. Le Kassite compte lancer une campagne de plaidoyer pour une révision de certains articles du code de la presse, notamment l'article 3 qui enlève de la couverture des dispositions de ce code-là les publications sur les réseaux sociaux, ce que dénonce le Kassite, et aussi certaines condamnations qui remet peut-être en cause la dépénalisation de certaines actions des journalistes. Que dites-vous de cette vision ou bien de cette volonté du Kassite de proposer une relecture du code de la presse, vous en tant que journaliste? Bon, le débat est posé au niveau de la presse et les organisations de presse ont eu à souligner un certain nombre de dysfonctionnements. Quand il dit dysfonctionnement, c'est un certain nombre de préoccupations par rapport au nouveau code de la presse et de la communication. Oui. C'est vrai qu'au niveau de l'article 3, il y a cette disposition ne garantit pas une certaine liberté aux journalistes. Parce que quand... Sur ce que les publications sont aujourd'hui faites sur les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, journaliste, vous savez, quand on parle de l'évolution technologique, il faut intégrer les réseaux sociaux dedans. Parce que moi, journaliste, je ne peux pas ne pas avoir une page Twitter. Je ne peux pas être journaliste, ne pas avoir une page Facebook. Vous savez, au-delà de ce que je fais au quotidien, au niveau de la publication de mon tabloïd, il y a aussi l'information instantanée que je partage avec mon lectorat. J'ai un audimat que je dois quand même nourrir en information. Oui. Donc, quand vous publiez des informations sur vos pages de réseaux sociaux, on ne vous reconnaît plus en tant que journaliste, bien que détenant la carte de presse. Donc, quand un problème se pose, on dit que le champ du code de la presse et de la communication ne vous couvre plus. Donc, parce qu'au niveau du code de la presse, il faut reconnaître que nous sommes protégés par rapport à la dépénalisation et tout ça là. Donc quand vous publiez un article ou bien une information dans un organe régulier bien connu au niveau de la HAC et que vous avez vraiment l'agrément qu'il faut pour pouvoir les publier, il n'y a pas de quand il y a problème, c'est géré entre les pairs. C'est géré entre les pairs, c'est géré au niveau de la HAC. Ou bien bon, quand c'est une plainte en bonne et due forme, ça c'est un autre aspect. Et là, vous allez à la justice. Mais quand vous publiez sur les réseaux sociaux, ça devient un problème. Alors qu'en réalité, un journaliste, c'est des moyens aussi de communication dont nous disposons. Donc, on devait laisser les journalistes agir aussi au niveau des réseaux sociaux. Vous allez voir que depuis que ce nouveau code est entré en vigueur, il y a un bon nombre de nos confrères qui ont supprimé leur page Facebook, leur page sur Twitter et tout ça là. Ils sont muets sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, c'est là où la nouvelle tendance en matière d'information aussi, c'est là où les gens ont une certaine spontanéité, une certaine rapidité dans la publication des informations. Donc il y a le débat qui s'est posé au niveau des organisations de presse et ensemble, nous sommes dit qu'il faut relancer le débat au niveau des autorités. Donc, tout récemment, lors d'un panel, le 3 mai, la journée de la liberté de presse, il y a eu un grand débat autour de la chose et ensemble, et les journalistes ont reconnu qu'il va falloir qu'on aille vers les autorités pour qu'il y ait une relecture ou bien éventuellement voir dans quelle mesure on peut revoir ces dispositions-là pour que le travail se fasse de façon normale. Parce que si vous prenez un peu le classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse et liberté d'expression, tout ça là. Le Togo qui avait fait un pas considérable, on était logé à la 70e place. Maintenant, on est revenu à la 100e place. Vous comprenez qu'il y a régression. Et là, ça n'honore pas le pays. Donc, moi, j'estime que ce que le Kassite engage est une action louable. Mais à quoi faudrait-il que que cette action soit concertée avec les organisations de presse pour comprendre d'abord
le contexte et voir éventuellement ce qui a lieu de faire, les propositions à faire. Parce que ce n'est pas l'article 3 seulement du code de la presse qui pose problème. Il y a d'autres aspects également aussi qui nous créent des situations vraiment pas confortables. Et parlant justement de l'article 3, je m'en vais donner lecture pour nos téléspectateurs. L'article 3 stipule: le présent code exclut de son champ d'application les activités de production cinématographique. Les réseaux sociaux sont également exclus du champ d'application du présent code, lesquels sont soumis aux dispositions du droit commun. Et donc, quand vous publiez sur les réseaux sociaux, vous êtes soumis aux dispositions du droit commun. Ah, c'est le code pénal qui s'applique à vous. Voilà, ce n'est plus le code de la presse. Et au-delà de cela, le CACIT voudrait aussi qu'on prenne en compte la situation des journalistes, des lanceurs d'alerte, que ce soit clairement stipulé dans le nouveau code, afin que ces gens soient protégés par ce code de la presse. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Non, je pense que c'est ça. Comment l'appelle-t-on là, le combat que tous les journalistes togolais sont en train de mener. Et nous ne disons pas que... Parce que pour les autorités, elles estiment que quand on va tout libéraliser, c'est la porte ouverte au dérapage. Mais j'estime que quand un journaliste a la carte de presse, mais il est déjà responsable. Peut-être qu'il faut préciser qu'il faut avoir la carte de presse bien reconnue, et vous avez votre organe, vous êtes bien identifié. Là, quand il y a un problème, on peut vous interpeller par rapport à ce que vous avez eu à publier. Si c'est un fake news, bon, à vous de savoir comment vous allez gérer ça. Mais quand vous publiez quelque chose, ça ne plaît pas à X ou bien à Y, on met en place tout un mécanisme pour vous broyer. Je pense que ce n'est pas aussi bien quand même, quoi. La presse, on a besoin de la presse dans le pays. Moi, je le dis toujours, les autorités ont besoin des journalistes parce que tout ce qui se passe dans les recoins, dans les zones non accessibles où ces autorités n'ont pas généralement accès, c'est nous qui les relevons. Et quand nous les relevons, c'est pourquoi? C'est pour qu'on améliore les situations. Donc quand on commence par nous réduire au silence, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui vont échapper à ces autorités-là. Et voilà des situations qui vont se présenter dans le pays. Et un bon matin, les gens seront surpris parce que les gens sont révoltés dans ce coin ou bien ici, par là, parce qu'ils n'ont pas l'information. Et les journalistes aussi se sont tués parce qu'ils ne veulent pas de problème. Et c'est ce qu'il faut surtout éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Votre réaction par rapport à cette ambition du CACIT de proposer une relecture du Code de la presse? Oui, je pense que c'est... comment on dit ça? C'est une requête qui me semble pertinente au regard du contexte aujourd'hui de l'espace civique togolais. En prenant tout simplement le classement du Togo qu'a fait, en fait, le classement du Togo par rapport au rapport de Reporters sans frontières. Non, de Civicus, okay. Civicus qui a sorti un classement sur le rapport sur l'année 2020 pour un peu, non, je crois 2021, faire un peu l'état des lieux de l'espace civique en termes de degré d'ouverture. Et aujourd'hui, le Togo fait partie de ceux-là, c'est-à-dire Togo, Niger et puis 2 autres pays qui ont quitté le niveau 3 pour venir au niveau 4, c'est-à-dire le niveau espace civique, je crois, obstrué pour espace civique réprimé. Alors, c'est grave. Alors, ils ont leur baromètre pour faire les analyses, mais ce qui doit interpeller, c'est qu'il y a des années, la liberté d'expression au Togo est appréciée. Mais depuis quelques moments, on constate quand même qu'elle est de plus en plus rétrécie. C'est vrai qu'à la base, l'autorité se dit qu'il y a besoin de canaliser. C'est pertinent. Mais au même moment, la question est de savoir jusqu'à quel degré. Jusqu'à quel degré, voilà. Et donc, si le CACIT aujourd'hui suggère une relecture, parce qu'elle suggère une relecture, je me dis, pourquoi pas? Cette loi a été prise en 2020, on est en 2023, on a fait du chemin et on se dit, après 3 ans, pourquoi ne pas améliorer? Et le CACIT a mis l'accent sur 2 éléments essentiels. Et donc, la demande du CACIT est très précise et l'analyse a été faite à la base d'un certain nombre de constats. Donc, je me dis que si cette relecture est faite de façon collaborative et participative, certainement que l'autorité... d'une manière ou d'une autre, tout en prenant ces garde-fous, comprendra naturellement aussi le bien fondé de cette requête-là. Et donc, à mon avis, c'est tout simplement pour que la presse togolaise se porte mieux pour tous, parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on soit journaliste ou pas, aujourd'hui, garantir la liberté d'expression et de presse sans droit. Et
en même temps un devoir. Et donc, pour moi, le débat en soi est là, mais c'est ensemble qu'il faut voir jusqu'à quel degré on accède ou on accorde cette requête-là du CACIT. Mais la pertinence y est au regard du contexte actuel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des craintes qu'en ouvrant les vannes, que tout le monde, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux sont inondés par des pseudo-journalistes, tout le monde peut allumer sa caméra, tout le monde peut publier n'importe où. Est-ce que ce n'est pas de crainte que cela ne soit ouvert à tout le monde, que peut-être il y a cette réticence-là de... Et je pense que c'est justement pour ça que la relecture est nécessaire. Ça veut dire, en relisant, quels sont les mots appropriés qui va rendre ou qui va permettre en tout cas aux journalistes de tout simplement faire son travail, mais tout en étant conscient que s'il déraille, il aura des sanctions. En fait, c'est ça. Donc la relecture, en réalité, n'est pas mauvaise en soi. Okay. Cette relecture permet à chacun de voir comment on améliore un peu, tout en gardant quand même les garde-fous, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rendre la liberté d'expression comme, je ne sais pas, un principe liberticide non plus. Donc, il y a besoin de canaliser, mais jusqu'à quel degré? Donc, ensemble, et les maisons de presse et le ministère chargé de la communication, le ministère des droits de l'homme et les organisations de défense des droits humains, je pense que tous ces acteurs-là, en se retrouvant autour de la loi 2020, je pense que ça ne serait pas mauvais en soi. En tout cas, la campagne est annoncée par le CACIT. Quelle est votre réaction, Achraf? Oui, la campagne est annoncée par le CACIT. Pour moi, pour commencer déjà, c'est une initiative louable. Quand on sait très bien que la liberté d'expression s'exerce dans le cadre des lois et règlements et dans le cadre également des exigences de l'ordre public et de la liberté d'autrui, constitutionnellement, ça il faut le rappeler. Maintenant, moi, je crois que M. Atia, ils ont déjà presque tout dit. Mais moi, j'aimerais quand même, disons, avoir une approche, disons, du législateur par rapport à la loi aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je vois des journalistes qui s'offusquent. C'est très bien d'avoir... Mais la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale le 7 janvier 2020, si on se comprend bien. Oui. Alors que, disons, le 7 janvier 2020. Or, il y a une modification constitutionnelle le 15 mai 2019 où on a élargi, disons, le champ de saisine de la Cour constitutionnelle. Oui. Ce qui veut dire que pour promulguer la loi, qui est un code de la presse, il faut que la Cour constitutionnelle porte un regard sur la loi en question. Tout à fait. Moi, j'aimerais qu'on me dise en toute sincérité, en 2019 et en 2020, est-ce qu'il y a eu une mobilisation des journalistes saisissant la Cour constitutionnelle, même s'ils n'ont pas le droit de leur... Je dis tout simplement qu'il faut créer le débat. Tout à fait. Sinon, il y avait vraiment des motifs d'inconstitutionnalité de la loi. Je crois que le CACIT même arrive même dans un monde qui est même déjà vieux. Ils auraient pu, même en 2020, effectivement, en amont, ils auraient pu normalement saisir par exemple le médiateur de la République, qui aujourd'hui a le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour vous dire, voici la loi qui est soumise à l'appréciation souveraine des législateurs, il y a des motifs d'inconstitutionnalité parce que le code de la presse doit prendre en compte la dynamique évolutive de la société. Et l'éthique, les télé... communication aujourd'hui, le numérique aujourd'hui doit faire partie intégrante du code de la presse. Est-ce que cette mobilisation à l'heure actuelle du CACIT n'est pas motivée par les récents événements qu'on a connus avec les problèmes qu'ont connus certains confrères, et puis aussi les crises, la crise sanitaire qui a permis un boom de l'utilisation des réseaux sociaux par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que ces événements, avec le temps, n'ont pas permis à ce qu'on voit qu'il faut quand même proposer une relecture du code? Effectivement, mais je dis tout simplement qu'il faut faire preuve d'extrême vigilance. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter ce débat déjà en 2019. On aurait pu éviter déjà ce débat. Et aujourd'hui, moi, je remets en cause l'appréciation même de la loi par la Cour constitutionnelle. Et le défunt, son âme, juge Abdou Assouma et ses confrères également, pour moi, n'ont pas fait vraiment preuve également d'extrême vigilance. Parce qu'il y avait vraiment des motifs d'inconstitutionnalité. Il fallait rétorquer, censurer des dispositions de la loi pour dire aux législateurs, prenez en compte un certain nombre de dispositions. Voilà. Mais il n'est jamais trop tard. C'est fait. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut une rélecture de la loi. Il faut
impérativement prendre en compte aujourd'hui le numérique. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont dans une situation d'autocensure. Vous avez des gens qui n'osent plus à dire un certain nombre de choses, alors que cela participe quand même à l'édification de notre état de droit. Donc, maintenant, ce que le CACIT aujourd'hui propose, c'est louable, toutes ces recommandations. Mais quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui du CACIT? La marge de manœuvre aujourd'hui, c'est peut-être de voir, nous les politiques, nous pouvons formuler une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Mais faute de majorité, est-ce qu'on aura gain de cause? Voilà. Dans cette affaire de médias, il n'y a pas question de savoir s'il y a majorité. Non, mais c'est une loi. Les médias n'ont pas de majorité. Oui, non, ils n'ont pas de majorité. Oui, ils n'ont pas de majorité. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, si l'initiative est portée par un parti politique. Oui, par un parti voilà. politique. Est-ce que le parti politique est représentatif au niveau de l'Assemblée? Oui, effectivement, c'est pour le bien. Nous pouvons porter la proposition de loi. Ils peuvent également saisir les députés de la majorité qui éventuellement peuvent apporter un certain nombre d'amendements au texte. Donc, je dis tout simplement que pour éviter des conséquences fâcheuses à l'avenir, avant qu'on introduise le texte devant la Cour constitutionnelle, je crois que les journalistes également doivent se mobiliser. Pour moi, ils ont fait vraiment preuve de passivité, ou bien grand frère. Oui, vous avez fait vraiment preuve de passivité. Non, ce que dit Achraf est très pertinent, parce que c'est comme si la loi s'est imposée à nous. Voilà. Effectivement, il y a eu une commission qui a travaillé sur la loi et il y a eu un atelier qui a vu aussi la participation d'une délégation des journalistes. Donc au cours de l'atelier, les confrères qui ont représenté la presse ont essayé de défendre, comme vous l'avez bien fait, comme nous l'avons bien fait sur ce plateau, certains principes qui sont propres à la presse et que le code devait en tout cas en tenir compte. Mais il s'est fait que la HAC, qui est l'organe de régulation, a estimé qu'elle n'a pas les moyens technologiques pour réguler le secteur des réseaux sociaux aussi. Voilà, le secteur des réseaux sociaux et tout ça là. Mais par manque de moyens, on met une disposition coercitive. En principe, l'État devait aller chercher les moyens pour amener la HAC à pouvoir avoir des compétences, l'expertise possible pour pouvoir faire face à cette situation. Parce que quand on parle des réseaux sociaux, c'est une évolution technologique. Le Togo ne peut pas être en marge de cette évolution technologique. Donc, voilà, je me dis que au niveau de la presse, il y a eu la mobilisation et nous continuons cette mobilisation jusqu'alors. Mais les répondants, c'est pas encore ça. Mais quand vous prenez en aparté certains ministres du gouvernement, ils comprennent la pertinence de nos requêtes. Mais faire le pas, c'est là où ça pose problème. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que l'action du CACIT, appuyée par les organisations de presse et tout ça, là, peut avoir écho favorable au niveau de l'exécutif à un niveau supérieur. Et je pense que la situation peut être débloquée. Mais sinon, si nous nous taisons, c'est la presse qui meurt et c'est le pays aussi qui prend un coup. Parce qu'un pays qui n'a pas de marge de manœuvre, une presse dynamique, c'est un pays vraiment... C'est pour cette raison que je parle de marge de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire du bruit, le CACIT doit attendre quoi? Un projet de loi du gouvernement? Voilà. Oui, en principe. Il faut attendre. Non, il faut plutôt susciter le débat. Oui, il faut susciter le débat. Au niveau de l'exécutif et ensemble. Oui, on peut introduire un projet de loi. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais c'est ce que je dis, vous pouvez saisir également. Vous, les politiciens. Oui, effectivement, nous pouvons formuler une proposition de loi dans ce sens. Essayez de combattre également la majorité. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Avant de clore ce débat, on va faire un dernier tour sur la situation au Niger, même si ce n'était pas au programme. Situation confuse avant qu'on entre au studio. S'agit-il d'un coup d'État ou d'une simple mutinerie? Oui, là, pour le moment, non, il faut dire que la situation est confuse, puisque quand vous prenez un peu les informations au niveau de la présidence du Niger, on parle d'un groupe qui revendiquerait de la garde présidentielle, qui revendiquerait certaines choses. Les autres les autres de l'armée ne sont pas pour, mais c'est ce qu'on nous fait savoir. C'est ce que dit la présidence. C'est ce que dit la présidence. Et donc, à un moment donné, si ces éléments de la garde présidentielle n'entendent pas raison, il y a possibilité que les autres corps puissent intervenir. Donc, c'est ce que dit le tweet que moi j'ai lu par rapport à la situation au Niger. Donc, c'est dire que la situation est très préoccupante, puisque déjà, il y a des organisations telles la CEDEAO, l'Union africaine, même l'Union européenne, ils ont commencé par condamner cette tentative. Et qui parle de tentative de coup d'État, contrairement à ce qui est dit au niveau de la présidence du Niger. Donc, c'est ce qui s'est dit.
Et dans cette situation, quand ça commence comme ça, bon, je me réfère un peu à ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est parti comme ça. On disait que non, la situation est sous contrôle, mais finalement, on a vu ce qui s'est passé. Donc, vivement que cette situation revienne à la normale. On n'a pas besoin de cette situation dans nos pays parce qu'il faut la stabilité. L'Afrique occidentale est déjà en proie au groupe djihadistes et terroristes là. On ajoute encore l'insécurité au niveau étatique, ça crée de sérieux problèmes et c'est l'Afrique qui recule comme ça quoi. Merci beaucoup. Dado, un dernier mot sur le Niger avant qu'on se quitte. C'est espérer que, comme Achal a dit, que ça retourne à la normale. C'est sûr que d'ici 24 heures, on aura plus d'informations. Et puis là, on pourra mieux apprécier ce qui se passe. Mais c'est clair que les situations d'instabilité politique n'avantagent pas et n'aident pas. Ashraf? Non, moi je dis tout simplement qu'il faut condamner des coups d'État, peu importe les raisons. Vous pouvez être animé de très bonnes intentions, mais cela ne justifie pas des coups d'État. Moi, j'estime tout simplement qu'il faut respecter les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir. Et donc, il n'y a que les civils qui peuvent diriger des pays. Il faut organiser des élections. Et donc, je crois que Bazoum, jusqu'à preuve du contraire, est le président de la République et qu'il faut attendre. Et seul le peuple peut engager la responsabilité politique d'un président de la République et non des militaires. Beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro avec le même plaisir.